C'est un grand garçon, très brun, qui, en dépit de ses multiples voyages, a gardé un accent méridional prononcé. Des yeux vifs, intelligents, s'abritent derrière des verres ronds. Une mèche de cheveux pend sur son front, obstinément, quoiqu'il la ramène continuellement en arrière. Il s'habille confortablement, mais n'importe comment car il n'a qu'un souci restreint d'élégance. C'est un type, un vrai numéro comme disent les gens. Il n'aime pas Paris ni la vie qu'on y mène. Il ne rêve que d'une chose, retourner là-bas. Là-bas, c'est l'Alaska, le pays de neige et de glace dont il fit une si magnifique évocation dans Le Grand Silence Blanc et plus récemment encore dans La Bête errante. Dans le premier de ses volumes, Monsieur André Lichtenberger écrivait une préface qui commençait par ces mots. « Vous présentez mon ami Louis-Frédéric Rouquette ? À quoi bon ? Né à Montpellier en 1884, il y fit de complètes études classiques où de bonne heure le démon qui le hante introduit un grain de fantaisie. Il publie à 14 ans ses premiers vers et prononce au même âge sa première conférence qui lui vaut, outre des tonnerres d'applaudissements, une verte correction maternelle. À 18 ans, il fait son premier voyage. Il promène son esprit de vagabondage de Tripolitaine à Agadir par les oasis du sud algérien, tunisien et le Maroc par le Grand Atlas. Il fut à Marrakech bien avant l'occupation française. Il y est retourné depuis, mais on y est, dit-il, beaucoup moins en sûreté qu'avant. Puis, il est marin à bord d'un voilier. Ceci dit, selon son désir, pour les gens qui prétendent qu'il n'a jamais quitté Paris, au moment où l'on mettait 5 mois pour aller de Sète au Chili. Il navigue dans les mers du Sud, Terre de Feu, Nouvelle-Géorgie, où il rencontre Shackleton. C'est ce voyage qu'il décrit dans Les Oiseaux de Tempête, car tous ses livres d'aventure sont vécus. Enfin, le voilà à Paris. Là, il est successivement peintre en bâtiment, à la Garenne-Besson, employé de métro, à la station Barbès, puis peintre à nouveau. Il travaille aux agrandissements des Galeries Lafayette et passe au Minium, une grue qui se trouvait à ce moment-là sur l'emplacement actuel du Théâtre des Nouveautés. Entre-temps, il devient secrétaire d'un parlementaire qui payait mal, ou pas du tout, puis nègre de 2 romanciers en vogue. Il s'en va, dégoûté de Paris et du monde. Le voilà parti pour les États-Unis, le Mexique. Et il est fait prisonnier par Villa et enrôlé volontaire, il fait le coup de feu dans le Chihuahua. Il s'échappe enfin pour aller en Californie, où il est mineur dans le Nevada County, au camp d'Allegheny. Puis il remonte la côte, se fait embaucher comme ouvrier dans une usine de conserve de saumon à Kumchewa, une des îles de la reine Charlotte. Il ne quitte l'usine de conserve que pour partir en Alaska, où il reste 18 mois dans le Grand Nord canadien. Il y est tour à tour mineur, trappeur, chasseur, meneur de chiens. Après ce laps de temps, il retourne en Europe, voyage en Espagne, Italie, Autriche, Serbie, où il aide à reconstituer le foyer de l'Alliance française après la guerre. Il quitte la Serbie pour retourner au Maroc, où le microbe maritime, selon sa propre expression, le reprend, au point de le faire s'engager à bord d'un chalutier en partance pour l'Islande. Il traverse alors l'Islande par la région des grands glaciers. Si je m'étais appelé Frederiksen Rouquetsen, dit Rouquette, presque sans amertume, on m'aurait reçu en Sorbonne car j'ai été le premier à traverser par la région des grandes glaces, mais je suis ni suédois, ni lapon, ni anglais. D'Islande au Groenland, du Groenland à Féroé, il revient en France. Mais pas pour longtemps. Il attend avec impatience le mois de février où il doit repartir à bord d'une petite goélette pour Terre-Neuve. Il est engagé comme second du bord et restera à pêcher 5 ou 6 mois durant. Il préfère tout plutôt que de rester à Paris où il étouffe. Le travail sédentaire auquel il se livre dans l'administration, à laquelle il appartient, ne convient guère à cette nature vigoureuse. Il fuit le monde littéraire qu'il considère selon sa vigoureuse expression comme un banquet rempli de crabes qui se dévorent, s'éventrent, se déchiquettent les uns les autres. À peine se sent-il heureux dans un chez lui
où s'amasse un capharnaüm pittoresque de peaux de phoque, de défenses de rhinocéros et de bien d'autres souvenirs plus ou moins hétéroclites et bizarres rapportés de ses nombreux voyages. Il vit là, les pieds chaussés de mocassins, en compagnie du môme la renifle, jeune bulle qui déchiquette obstinément, peau de phoque et mocassins laissés imprudemment à sa portée, et qui a une manie toute spéciale, celle d'aller réveiller son maître au beau milieu de la nuit en lui léchant la figure. Fintin, le chat, un chat qui pèse 14 livres, complète le trio. Et inutile de dire que tous les voyages de Louis-Frédéric Rouquette ne se passèrent pas sans accident, et qu'il possède plus d'une cicatrice, plus d'une marque de coup de couteau. À Punta Arenas notamment, il faillit mourir à la suite d'une rixe de matelot dans un bouge de la ville. Cet éternel errant qui ne se trouve bien nulle part, sinon là où personne d'autre ne peut aller, est par ailleurs licencié ès-lettres et parle une dizaine de langages. Bien qu'il soit doux et conciliant lorsqu'on ne l'attaque pas, il conserve dans son cœur une haine tenace, irréductible, celle des Anglais. Cette haine vient de ceux qu'on l'a emprisonné après qu'il eut flanqué, non sans raison, une volée mémorable à un capitaine anglais, à Cardiff. Les grands de haine ont souvent ainsi une petite cause. Que dire de plus de lui, sinon que ce sauvage, que ce rustre est un cœur excellent, un brave garçon. Qu'il ait du talent, chacun le sait, et c'est assez étonnant, car il ne consent à se prêter à aucune publicité. S'il écrit, c'est parce qu'il a besoin d'écrire, comme nous avons besoin de manger, de boire, de dormir. Un drôle de type, je vous dis. Oublieuse postérité, épisode 47. Un Jack London français. Ce magnifique portrait de Louis-Frédéric Rouquette n'a rien d'exagéré. Il suffit de prendre au hasard un de ses romans, à partir du Grand Silence Blanc, pour s'en convaincre. Il y a toute une vie dans chacun d'eux, parfois joyeuse, comme la voix du postier du Yukon, Gregory Land, parfois inquiétante, comme les jours terrés dans un igloo pour se protéger du blizzard, ou parfois monotone, comme la rocaille pleine de fumée et de démons légendaires de l'île d'Enfer, qui est l'Islande. Rouquette, qui est donc né en 1884 et a parcouru sans relâche le monde, ou du moins ses contrées les plus lointaines, jusqu'à cette autre masse d'irréel, pour reprendre le mot de Saint John Perse, aurait pu continuer longtemps ses voyages et découvrir des continents jusqu'alors inconnus, comme le font les véritables poètes, mais l'auteur est mort bien jeune, des suites d'une opération de l'appendicite, en 1926, à 41 ans, à peine un de plus que Jack London. La comparaison n'a rien d'anodine. Il fut de nombreuses fois dans la presse, par ses amis, appelé le Jack London français. Bien sûr, parce qu'il faut être chauvin, ou parce qu'il faut parfois être honnête quand il s'agit de littérature, certains ont dit qu'il valait mieux que le géant américain. Claude Farrère, qui préface un livre posthume de Rouquette, s'écrie « Qu'on ne m'objecte pas que nul mortel n'est indispensable et que la voie où s'engageait Louis-Frédéric Rouquette avait déjà été glorieusement parcourue par les Curwood et les London. » Sans vouloir du tout diminuer ces deux écrivains, non plus que l'école américaine dont ils furent les chefs, j'affirme ici que Louis-Frédéric Rouquette leur était incommensurablement supérieur. Ceux-là ne furent en effet que des enfants, je veux dire des êtres jeunes, primitifs, imparfaitement évolués. Leur pensée n'est qu'une pensée naïve et quasi puérile. Elle y gagne d'ailleurs en fraîcheur et en candeur. Mais la pensée de Rouquette, pensée latine, pensée civilisée, évoluée, mûrie, est une pensée d'homme, où London et Curwood n'aperçoivent qu'un décor pittoresque et des personnages simplifiés jusqu'au schéma, Rouquette découvre la nature avec une âme profonde, et des êtres réels d'autant plus complexes et troublants qu'ils sont élémentaires et sans perversité acquise. London et Curwood auraient diverti Jean-Jacques Rousseau. Louis-Frédéric Rouquette lui aurait bouleversé son contrat social et réduit à Kia le débile philosophe de Genève. La verve de Farrère ne doit-elle pas en grande partie à son amitié pour Rouquette ? À vrai dire, il n'a pas tout à fait tort quand il évoque l'âme profonde de la nature que Rouquette nous partage dans ses romans. Or cette âme,
On la sent, on la respire, on la touche presque du doigt, que ce soit en Alaska, au Canada, où il manque de gelée dans le blizzard, avec son chien de tête, Tempest, et dans les grands vents qui abusent les navires, les matelots, et leurs raisons dans les terres australes. On perçoit aussi toute l'âme de la mer Méditerranée, la bête bleue, comme il l'appelait, et de tous ses rivages, qu'il célèbre tout au long d'un livre posthume qu'il n'eut pas le temps de corriger. Sans doute est-ce là l'ironie du sort, qui impose une façon bien ridicule de s'élancer dans l'ultime expédition pour un homme qui manqua de mourir à plusieurs reprises aux quatre coins du globe. Avec Rouquette, l'humble citadin qui n'ose rôder plus loin qu'au bout de sa rue comprend en quelques lignes qu'un paysage n'est jamais qu'un ami passager et un adversaire constant, qu'il n'est ni ne deviendra jamais un ennemi, mais qu'il n'aura pas de remords à nous égarer et nous tuer, ni plus de joie d'ailleurs à nous faire apercevoir la masse sombre d'une forêt alors que la tempête de neige fait rage et qu'il fait moins 40 au dehors. Cet homme des villes un peu impressionnable qui s'empare d'un bouquin de Rouquette, soudain tient la laisse d'un chien loup qui s'attaque à un orignal. Quelques pages plus loin, le voilà suppliant la voile rongée par le sel d'un brick goélette gagné aux cartes dans un bouge de Punta Arenas de se gonfler. Son salon, aux murs ternes qui détaillent toutes les nuances de gris, devient en quelques pages une chapelle hantée de la lande islandaise. Ses pierres apparentes aux murs qui font sa fierté, ou sa peine, en fonction de l'humeur, deviennent un chapitre plus loin ceux d'un Choluus. Un Choluus. Mais qu'est-ce donc ? Il faut écouter Rouquette, qui vient de retrouver un compagnon de voyage qu'il croyait avoir perdu dans les flots tumultueux d'un fleuve, qui se serre contre lui, mouillé et frileux, ce compagnon étant bien entendu un bon dog. Un Choluus est un abri de pierre pour les voyageurs. C'est une pierre carrée, où l'on trouve, roulée dans un sac, de la laine brute sur laquelle on peut dormir, un poêle, quelques morceaux de tourbe, parfois même du charbon. Sur le poêle, une théière, une casserole de fer battu, des provisions, morues ou flétans séchés à l'air, quelquefois une boîte de conserve. Mais les paysans préfèrent passer la nuit dehors, car il court des histoires sinistres dans lesquelles les Choluus jouent un rôle tragique. C'est à l'intérieur de l'île que se sont réfugiés les esprits d'autrefois, non pas les dieux qui sont partis sans retour lorsqu'en l'an 1000 la parole de Christ les a chassés, non pas Odin ou Thor, mais les mauvais génies, les alphas, les trolls, les géants, et le plus terrible d'entre eux, Olfur. Malheur à celui qui s'endort sous le toit du Choluus. Rouquette vous a-t-il d'ailleurs raconté l'histoire des frères Frederiksen et Johnson, qui se perdent non loin d'un Choluus ? Il la tient d'un certain Einar qui l'a entraîné dans une chevauchée insensée à travers le pays. Ça se passe donc dans un Choluus, au pied du Smurfall, un volcan où chacun sait que les esprits des ténèbres sont déchaînés. En 2 mots, éreinté par de longues heures de marche dans la tempête, Frederiksen pénètre de guerre lasse dans l'abri pendant que son frère soigne son poney et s'endort. Il se réveille en sursaut, entend des pas au-dessus de sa tête, des coups à la porte, des grands cris à rendre fou, et bientôt une voix dans la tempête, celle d'Olfur, Olfur pourvoyeur de la mort. Le jeune lecteur, influençable sous sa couverture chaude, ricane, une goutte de sueur glacée lui coulant tout de même sur la tempe. Ce ne sont que des histoires de trappeurs, et sans doute d'ivrognes, tiens. D'ailleurs, on sait si ce Rouquette, avec ce nom de plaisantin, a jamais quitté la France, ou mieux son pays d'oc ? 5 jours après, raconte Rouquette, des paysans qui passaient ont trouvé, couché devant la porte, gelé à bloc, Johnson, et dans le Choluus, Frederiksen, qui riait. Les livres de Louis-Frédéric Rouquette sont ainsi faits, et ils racontent à chaque fois une aventure émaillée de petites aventures. Ces épisodes se succèdent comme s'ils avaient capturé le vent et fait de ces grandes bourrasques sa manière d'écrire. Des paragraphes minuscules, parfois constitués d'une seule phrase,
qui font bien souvent songer à quelques versets de Saint John Perse ou de Paul Claudel. Les chapitres procèdent de la même économie car il s'agit de donner du rythme, du mouvement. Rouquette ne répète-t-il pas de roman en roman qu'il ne faut jamais s'arrêter de marcher, ou c'est la mort assurée? Il applique cet héroïsme mouvant et solitaire à ces livres qui n'ont jamais le temps de se reposer, de piétiner. Il n'y a guère de pause à faire pour s'engouffrer dans de longues études psychologiques, d'introspection à mener à l'ombre d'un grand sapin, de diatribes à lancer face à la ville fourmilière de Pantruche ou de New York. Tout ceci n'est que du superflu, et ce superflu est nécessaire pour survivre dans les latitudes extrêmes que parcourt l'auteur. Dans ces épisodes, d'un roman à l'autre, parfois, reviennent des personnages, par la pensée, ou véritablement face à soi. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est important de les lire dans l'ordre pour profiter de l'émotion qui ne manque pas de nous étreindre quand l'on retrouve un vieux bougre qu'on pensait avoir perdu à jamais. Le grand silence blanc d'abord, puis les oiseaux de tempête, puis la bête errante, et enfin l'île d'enfer. L'épopée blanche, la chanson du pays et la bête bleue suivront pour les forcenés de nomadisme. S'il ne fallait en garder qu'un, alors ce serait le grand silence blanc, dédié à Tempest, chien d'Alaska, qui, à force de tendresse attentive, m'a fait oublier les misères humaines. Et puis la bête errante aussi, tiens, dédié à tous les errants, à tous les chercheurs d'impossible, qui est le seul roman de Rouquette composé à la 3e personne, celui aussi où il n'est pas loin de nous arracher une larme de joie. Cette précision faite, il faut encore certifier que si l'auteur se fait chantre du mouvement, sa littérature ne devient ni caricaturale, ni paresseuse. Un aventurier paresseux? Voyons. Non, Rouquette ne verse pas dans la précipitation, même si certaines ellipses sont parfois difficiles à saisir à la première lecture de l'épopée blanche, par exemple. Les personnages sont incarnés, plus vrais que nature, dirait l'expression, sans doute parce qu'ils existèrent, que Rouquette les côtoya, et pour certains les vit périr, comme Enrique Salvador, Marivon, Bredindin, dans le sel des hauts fonds du Cap Horn. Ce Cap Horn, où l'on retournera vite, il transforme peu à peu la plume joviale de l'auteur en encre de cauchemar. Ainsi se manifeste l'âme d'un lieu inviolable ou presque. Nous ne sommes bientôt plus avec Freddy, le narrateur double de Louis-Frédéric, et cet autre Français qui l'a sauvé de la noyade quelques semaines plus tôt, mais avec des fantômes dans une tempête de neige, avec la fièvre et le délire. Nous ne sommes plus uniquement avec Freddy, mais avec Arthur Gordon Pym. D'ailleurs, est-ce la même, je cite, silhouette voilée de proportions beaucoup plus vastes que celle d'aucun habitant de la Terre, avec sa peau de la blancheur parfaite de la neige, que croit voir Freddy? N'est-il pas un battement de paupières de découvrir le mystère laissé par cet ancêtre? Et ses coordonnées, que répète inlassablement le capitaine, où mènent-elles? Est-ce vraiment cela? Un mirage de plus dans l'hébétude de la dérive? Les auroras, les îles de l'aurore, les îles de beauté, promises à nos peines. Lorsque la nuit se déchirera, on verra de la mer monter l'aube merveilleuse. Les richesses seront à nous, et nous serons les maîtres du monde. Il serait maladroit d'évoquer le Grand Nord sans citer Maria Chapdelaine de Louis Hémon, écrit en 1913 et paru en France chez Grasset en 1921. Cependant, Rouquette n'a rien d'Hémon. Tout est enracinement chez Hémon, enracinement profond, durable, presque inscrit dans le cosmos. De ce déterminisme autant filial, religieux qu'amoureux, Rouquette n'a que faire. Hurricane, le personnage principal de La Bête errante, lui-même, ne quitte-t-il pas son magnifique ranch après quelques mois seulement, suriné par la bête de l'aventure? Il faut au contraire des circonstances graves pour qu'on quitte le chalet de Maria Chapdelaine dans l'espoir de guérir une malade. Rouquette compose des odes à la nature, joyeuses bien que déférentes, qu'aucune fatalité n'embrume. Cette fatalité des grands espaces n'est qu'un leurre, tout comme ces mirages que les naufragés du blizzard voient parfois au soir de leur courage. A l'inverse, tout n'est que fatalité chez les Chapdelaine, marque de Dieu si l'on veut.
On accepte son sort, en se débattant pour la forme, sans doute parce qu'il fait froid et qu'un spasme involontaire anime le corps et l'esprit. Récit du Canada français, sous-titré Grasset, à l'apparition de ce roman qui inaugure la collection de Daniel Halévy chez l'éditeur, Les Cahiers Verts. Récit devenu mythique, à la place d'autres, qui l'auraient sans doute plus mérité, car s'il n'est pas un mauvais roman, il est parfaitement anonyme, et l'on s'en souvient, comme du Diable au corps de Raymond Radiquet, qui vaut moins encore, uniquement parce que Bernard Grasset s'est livré à une campagne de publicité sans précédent pour faire connaître ce roman des antipodes. Impressionné par le manuscrit, Grasset pense, je cite, qu'il va dépasser les 100 000 exemplaires, quand son plus grand succès jusqu'alors était, à la manière de Rebout et Muller, qui n'avait pas atteint le tiers de ce chiffre, comme le raconte Jean Botorel dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'éditeur. Ce dernier va donc commencer à parler de chefs-d'œuvre, bourrer le crâne de ses amis auteurs comme critiques, offrir de magnifiques éditions originales sur pur fil Lafuma, distribuer pour la première fois des affichettes aux libraires, joindre Raymond Poincaré à sa cause, mettre à jour dans les journaux les chiffres de vente, sans oublier de les gonfler bien entendu. Ce qui sera d'ailleurs encore plus criant avec le Diable au corps de Radiquet. Et bientôt, les autres éditeurs seront bien obligés de suivre ces nouvelles méthodes pour vendre. C'est bien plus de l'autre Jack London français, puisque la critique en a trouvé deux à cette époque, qu'il faut rapprocher Louis-Frédéric Rouquette. Ce second auteur, c'est Maurice Constantin Veillère, dont on a aussi oublié l'existence aujourd'hui. Un voyageur, aventurier comme son contemporain. Il part pour le Manitoba dès le début du XXe siècle avec un ami, alors que Louis Hémon ne savait pas encore que cette région existait, et il exerce toutes sortes de métiers. Il est fermier, cow-boy, bûcheron, trappeur, arpenteur, agent des terres, marchand de chevaux, de fourrure, journaliste local, avant de retourner en France en 1914 pour faire la guerre. Il commence alors à écrire et atteint les 100 000 exemplaires, lui aussi, sans grand fracas, avec Un homme se penche sur son passé, qui obtient le prix Goncourt en 1928. Bien plus roman que récit de voyage, il est d'une forme plus classique, plus construite que les récits de Rouquette. Un homme part affronter le Grand Nord pour devenir riche. Mais c'est surtout le Grand Nord qui semble devenir riche d'une victime de plus, car le continent canadien a faim. Il congèle pour 8 mois les inconscients qui traquent la fourrure et les livre aux loups à l'heure du dégel. Certes. Mais l'homme, encore une fois, le héros, parce qu'il communie avec l'âme de ces lieux inviolés, fait sienne les forces immuables et titanesques du paysage pour se sauver d'une mort certaine. Il est de retour, transformé, rien ne lui résiste. Mais tout s'use bien vite au sein de la civilisation. C'est que cet aventurier n'est plus exactement un homme. Il n'a pu s'empêcher de devenir un loup, à force d'entendre leur hurlement dans la nuit polaire. Et comme Buck, il ne pourra plus jamais résister à l'appel de la forêt. Ne pas revenir, comme Ulysse, après un long voyage, mais poursuivre d'incertaines odyssées. Se sentir veuf du poids de tous les péchés de la terre, le corps sombrant aux abîmes sans fond, cependant que l'âme monte, pure, vers les sphères étoilées pour chercher une place à la droite de Dieu. Ou simplement, confier son cœur fragile à la mer, et le voir danser à la crête des vagues. Ces mots sont tirés d'un livre posthume de Louis-Frédéric Rouquette. Il donnerait presque envie de quitter son foyer pour quelques mois et tenter sa chance au Klondike pour y débusquer l'ultime filon d'or, à proximité de ceux que l'auteur creusa, pour parier le soir venu sa ration de pépites dans un poker enivré. Au bord du chemin enneigé, le sac au dos, pour nous y entraîner, on verrait arriver, dans un panache de flocons, un drôle d'équipage, avec ses chiens excités et son trappeur un peu trop intrépide. Il pourrait se nommer Hurricane, et comme dans La Bête errante, nous interpeller. Alors, en route ?
Il va lancer ses chiens, mais il hésite. À propos, vous ne m'avez pas dit où vous alliez? Moi? Je ne sais pas. La réponse vient, immédiate. C'est précisément où je vais.